Un petit bidon, mon pépère. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du tour. On n'a jamais vu ça. Aïe aïe aïe, attention Philippe, vous ne pas rappeler. Allez mon grand, t'es grand aujourd'hui, t'es grand. Chapeau. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du groupe Eto qui décrypte l'actualité cycliste. On se retrouve aujourd'hui dans ce podcast pour présenter Paris-Roubaix, l'enfer du Nord, qui aura lieu ce week-end, ce dimanche pour les hommes et samedi pour la course féminine, bien évidemment, ne l'oublie pas non plus. On va donc regarder, analyser en détail les forces en présence qui sont les favoris, les outsiders, les chances des Français également, et aussi un petit point sur ce qui fait la spécificité de Paris-Roubaix par rapport aux autres courses pavées qu'on a l'habitude de voir. Pour parler de tout ça, de ce programme très chargé, j'accueille avec grand plaisir trois de nos spécialistes du groupe Eto. Johan pour commencer. Salut Johan. Salut Mathieu. On est également avec Anselme qui fait son retour. Salut Anselme. Salut Mathieu, salut tout le monde. Et on complète l'équipe par Monsieur Pavé, Monsieur Paris-Roubaix du groupe Eto, Geoffrey. Salut Geoffrey. Salut Mathieu, salut à tous. Alors avant de commencer, Geoffrey, on signalera quand même que tu avais vu tout juste sur tes pronostics pour le Tour des Flandres avec Mathieu Van Der Poel et Lotte Kopecky, donc félicitations déjà. La prise de risque paye. Hein. J'ai quand même célébré jusqu'au bout. Entre le passage des hommes et des femmes à Couarmont, on s'est pris deux averses de grêle sur la tronche. Il n'y avait plus que les courageux qui étaient restés jusqu'au bout. Et les Belges torchés à la bière, mais ça ils avaient une hausse de température interne qui compensait un peu la grêle. Il fallait bien ça pour un Tour des Flandres. Et bien voilà, avec tout ça, vous connaissez tout le programme de ce chasse-patate. Attention au départ, chasse-patate, c'est parti. Alors pour commencer, on va regarder un petit peu ce qu'on peut retenir des précédentes courses pavées qu'on a eues depuis le début de la saison. On va pas toutes les citer, il y en a eu pas mal, mais notamment le Tour des Flandres remporté donc il y a 10 jours à peu près par Mathieu Van Der Poel chez les hommes. Concrètement, par rapport à Paris-Roubaix, est-ce qu'il y a des enseignements qu'on peut retenir notamment de ce Tour des Flandres ? Mathieu Van Der Poel est en forme ? C'est vrai que Mathieu Van Der Poel, on ne l'avait pas trop vu sur les pavés avant le Tour des Flandres, il avait remporté à travers la Flandre, puis le Tour des Flandres. Mais voilà, il n'avait pas couru sur les pavés avant. Johan ? Que la Quick-Step est pas en forme, hein. À l'inverse. Mais ça va être dur de faire une comparaison parce que c'est pas la même course, c'est pas exactement les mêmes coureurs, c'est pas exactement la même. En plus, avec le gap temporel, ça fait vraiment à part, quoi. C'est compliqué de se dire il y a eu ça sur les Flandriennes, donc on aura eu ça plus tard, à part de tel coureur est en forme, tel coureur est pas en forme. Et justement, le fait qu'il y ait 2 semaines entre le Tour des Flandres et Paris-Roubaix, alors que d'habitude c'est le Paris-Roubaix, c'est le week-end qui suit, qu'est-ce que ça change au niveau de la préparation, selon vous ? Rien. Bon, merci de dire que ma question est nulle, hein, mais... quand même. Enfin... Ça peut faire évoluer un peu le pic de forme qui peut être ciblé pour certains, mais franchement, ça change pas grand-chose. C'est pas comme si on avait 3 ou 4 semaines entre les deux. Les Flandriens, ils sont toujours très bons, ils sont encore bons une semaine après. On a par le passé plusieurs fois eu des coureurs plutôt typés flandriens qui, sur la lancée de la forme, étaient encore performants à la Flèche Brabançonne puis à l'Amstel Gold Race. Même à Liège, Greg Van Avermaet qui tape des top 10, je me note. Hein. Pour moi, ça va pas changer grand-chose. Anselme ? Ça va pas être... l'impact va pas être incroyable, on va pas se retrouver avec des changements de forme énormes. Mais on peut avoir des petits changements dans la hiérarchie avec des types plus en retrait aux rondes et d'autres qui étaient très en forme aux rondes et qui seront moins fringants à Roubaix. Après, oui, comme le disent mes compères, on va pas être sur du qui tout double, hormis mauvaise journée et autres. Mais ça peut avoir sa petite influence et je pense que les coureurs l'ont forcément pris en considération, surtout quand on sait à quel point aujourd'hui la préparation des objectifs est poussée vraiment. Donc je pense ça impactera forcément un petit peu, mais c'est pas un changement radical non plus. Donc on aura peu ou prou les mêmes coureurs qui étaient en évidence sur le Tour des Flandres, on les retrouvera sur Paris-Roubaix. Très probablement. Alors vous m'avez parlé un petit peu du fait que Paris-Roubaix c'est pas la même course que le Tour des Flandres. Bon déjà, en effet, c'est pas la même course, mais c'est pas surtout le même type de course. Quels sont les
principales différences concrètement, Geoffrey? Paris-Roubaix, c'est tout plat et les pavés, c'est horrible. Alors que pour des Flandres, il y a plein de bosses et le pavé, il est nickel. Mais ce qui reste le gros point entre les deux, paradoxalement, c'est pas les pavés, c'est la guerre au placement permanente, parce que ça fait que tourner dans tous les sens dans divers villages où on se retrouve à être à un moment sur une route très large, puis d'un seul coup une route où il y a même pas la place pour mettre 2 coureurs de rang, et il y a cette bataille permanente du placement qui fait beaucoup plus d'usure, ce qu'on ne retrouve pas sur les autres épreuves, et c'est ça qui change la donne. Et la nervosité aussi induite de ces changements de route en permanence qui font que, à 150 bornes de l'arrivée, il faut déjà être derrière l'écran parce que sinon on risque de louper des trucs. Au départ, Ouais, non, mais honnêtement. je veux dire ça. 3 jours après, on aura la Flèche Wallonne, là c'est bon, quoi. La nervosité, elle va arriver au pied du passage difficile, donc à 5 km de l'arrivée. Oui, c'est sûr que si tu compares à la Flèche Wallonne, sur les deux courses, on a 7 heures à regarder avec 6h55 sur le Paris-Roubaix. Hein. Sur Mais les deux courses, tu as une intensité qui est folle et qui est incomparable avec n'importe quel autre événement. Sur la Flèche Wallonne, c'est un condensé énorme sur 5 minutes. Paris-Roubaix, c'est un condensé, mais sur 5 heures. Cela dit, les 5 minutes de la Flèche Wallonne, ça reste les 5 minutes épiques, parce qu'il n'y a aucune autre montée qui peut être en concurrence. Mais c'est le gros point commun entre les deux Flandriennes, c'est justement le fait que ça se retrouve à ne pas débrancher pendant aussi longtemps. Et donc, si on résume la différence majeure en typologie de course pavée, la différence entre Paris-Roubaix et le Tour des Flandres, c'est que Paris-Roubaix, c'est plus physique, avec des pavés plus rudes, et le placement qui est beaucoup plus important, prépondérant dans la course. C'est pas qu'une question de placement, mais il y a aussi le replacement en cours de route, les pavés de Paris-Roubaix. Si t'as un mec devant toi qui avance pas, c'est tes risques et périls de te retrouver à devoir passer sur le côté. Alors que sur certains monts type Patersberg, on peut se retrouver à doubler un coureur plus lent, c'est pas idéal, mais ça peut être fait sans trop de problèmes. Et il y a aussi la longueur des efforts qui ont été faits, parce que le Patersberg, c'est un truc énorme, et c'est un des juges de paix du Tour des Flandres, pardon. C'est long de 360 mètres. À Rambert, c'est plus de 2 km, donc on passe pas du tout le même temps sur ces secteurs-là. Oui, c'est pas les mêmes filières d'efforts. Il y a ça aussi. Alors, toi qui connais très bien les pavés de Paris-Roubaix, chaque année tu fais un petit peu la reconnaissance des pavés. Cette année tu l'as pas encore faite, tu vas la faire d'ici quelques jours. Et je pense que tu pourras nous donner un petit peu tes impressions sur le forum du groupe Eto une fois cela fait. Mais si on devait donner un endroit ou particulier ou plusieurs, hein, où Paris-Roubaix peut se jouer, est-ce qu'il y a un endroit à ressortir du lot ou c'est sur tous les 250 km? J'allais te dire, il y en a une trentaine. T'as le secteur numéro de 3 villes. Après, t'as sur le secteur de Kiev. Après, non, les endroits clés évidents, on va dire, on les connaît, c'est les quelques secteurs mythiques. Il y a aussi ceux qui sont très violents, mais qui sont pas nécessairement mis en avant. Typiquement, le Moulin de Vertin, comme il fait juste 500 mètres, l'organisation le classe 2 étoiles, alors que c'est pour moi un pavé qui est plus moche que celui de Mont-Saint-Pével, par exemple. Le Moulin de Vertin qui arrive assez tôt dans la course, non? Non. Le Moulin de Vertin, c'est un secteur à Templeuve. À pas confondre avec le secteur de la ville de Vertin, qui, pour le coup, est plutôt dans la course. D'accord, ok. Après, les moments difficiles, ça peut aussi être tout ce qui est traversée de villes et de villages, avec tout l'attention qu'il peut y avoir, des voitures qui sont garées, des choses qui se posent problème. Je sais pas si ça pourra poser problème ou pas, mais depuis quelques mois, il y a plein de travaux à Wallers, il y a des routes qui sont qui sont pas nécessairement empruntables sur toute la largeur. Il y a des engins de chantier qui bloquent certains endroits, il y a des ralentisseurs qui ont été rajoutés, donc la partie tension est remontée dans le peloton après des incidents techniques. Ils peuvent être survenus à Rambert, ça pourra jouer. C'est notamment la zone où il y a quelques années, Van Aert avait slalomé entre tous les véhicules à l'arrière et il avait continué avec ça, même dans le pavé qui suivait du Pongibus. Ça pourrait être une zone avec les travaux qui va peut-être être un petit peu plus spéciale. Sinon, on va les traversées de villages un peu particulières, Envelin dans le final. Sinon, rien de grandement différent des autres années, puisque c'est
Je veux dire, depuis Kérénin jusqu'à l'arrivée, c'est le même final depuis plusieurs années. Donc sur une grosse centaine de kilomètres, les coureurs savent ce qu'ils vont avoir à affronter. Voilà, il y a juste un petit changement cette année de ce côté de Kerenach, avec notamment le secteur d'Artres, où il y avait cette grande flaque à l'entrée du pavé qui ne sera pas présent cette année. Ça fait partie des petits changements qu'on a régulièrement, et donc il y aura cette année. Bon, après avoir parlé de la spécificité de Paris-Roubaix et présenté un petit peu les points chauds, les points auxquels on pense pas forcément, on va passer aux coureurs, aux acteurs, à vos favoris, messieurs. Je vous demandais déjà concrètement, tout simplement, votre favori numéro 1 pour chacun. Geoffrey, qui est ton favori numéro 1 pour Paris-Roubaix? Lotto Kopecky et Mathieu Van Der Poel. On va pas changer une équipe qui gagne. Donc tu fais copier-coller d'il y a 2 semaines pour le Tour des Flandres. Ce que je vois, ça se fatigue pas trop pour pour sélectionner des favoris. Mais C'est pas les choix les plus hasardeux non plus. Après, si tu veux qu'on donne quelques autres noms un peu plus originaux après. On y reviendra, on aura ouais, le mais temps. tu demandes un favori. Moi, je vois que tu fais dans l'évident, en tout cas. Johan, ton favori pour le Paris-Roubaix masculin? Mats Pedersen. Et Anselme, Je suis un pour petit terminer peu, ouais. l'équipe. On détaillera Ouais. après, mais juste les noms comme ça, Anselme, pour finir. Bah, moi, je vais partir sur du plus original et je vais dire Alexander Christophe. Bon, très bien, bon, ben, l'ordre, on va dire, tombe bien, on va faire du plus évident au plus original, on va dire, entre guillemets. Geoffrey, Mathieu Van Der Poel, c'est le grand favori, y a pas de contestation pour toi? Non. Après, c'est pas, c'est loin d'être fait non plus, hein, parce que il peut se passer tellement de choses sur Paris-Roubaix qu'il y a absolument rien qui est fait. Il y a le duel avec Wout van Aert qu'on devait avoir sur le Ronde, on l'a pas eu. On va voir est-ce que Van Aert va vraiment être là, dans quel état de forme il va être. Ça peut y avoir ce côté revanche aussi un petit peu qui pourra animer la chose. Son équipe peut être un petit peu désavantageuse, quoique peut-être moins sur Roubaix que sur le Ronde. Non, pour moi, il est en excellente forme. L'an dernier, Mathieu Van Der Poel, il a participé à son premier Paris-Roubaix, alors ça sera pas les mêmes conditions, on n'aura probablement pas, même certainement, de ce que tu me disais, on n'aura pas un Paris-Roubaix pluvieux, boueux cette année. Ouais, l'année dernière, la pluie, la boue, ça donnait des choses très glissantes et l'agilité sur un vélo prenait des proportions énormes dans l'influence sur le résultat, ce qui sera pas le cas cette année où il devrait y avoir quelques averses sur demain, donc mercredi, donc peut-être aujourd'hui ou ce sera déjà passé selon quand les gens écoutent le podcast. Le reste de la semaine, de jeudi à dimanche, ce qui est annoncé, c'est du temps sec. Donc il y a de la poussière qui a pu s'accumuler sur les pavés ces derniers jours parce qu'il a fait très sec, ça va être tassé un peu au sol demain. À voir comment ça va être dans les prochains jours avec le vent, mais ça devrait être, si ça, vu le temps qui est annoncé dans le reste de la semaine, un Paris-Roubaix très poussiéreux, et donc sur le pavé, faudra être sur le haut du pavé, bourriner et appuyer très fort, et bourrinage, Mathieu Van Der Poel il sait faire aussi. Et Maintenant, la capacité de bourrinage, on la retrouve aussi chez les deux autres favoris qui ont été listés par Johan et Anselme. Mathieu Van Der Poel, l'an dernier, il a pris la 3e place de Paris-Roubaix. Est-ce que cette 3e place peut lui servir en particulier, ou c'est simplement le fait d'avoir fait un Paris-Roubaix qui va lui donner quelque chose en plus pour cette deuxième participation cette année? Bah, même s'il a déjà 27 ans, de par son parcours, il avait encore relativement peu d'expérience dans certains domaines. De fait, les défaites, c'est aussi ce qui fait grandir un coureur. Est-ce que s'il avait dominé Kasper Asgreen au sprint dans le Tour des Flandres l'année dernière, il aurait géré le final face à Tadej Pogačar de cette manière-là cette année? Je pense pas. Donc la défaite dans le Ronde l'année dernière lui a été utile pour gagner le Ronde de cette année. Peut-être que ça pourra jouer aussi à Roubaix là. Enfin, de toute façon, d'une course comme Paris-Roubaix, toute expérience prise est bonne à prendre. Mais effectivement, le contraste avec l'année dernière, les deux courses pourront pas vraiment être comparées parce que la pluie, l'humidité qu'il y avait, ça changera complètement la manière d'aborder le placement en cours de course, tant sur la manière d'être sur le pavé, de se positionner sur le pavé, ça sera vraiment différent.
Johan Anselme, vous m'avez pas cité Mathieu Van Der Poel déjà, en partie parce qu'il a déjà été pris par Geoffrey qui est passé avant vous, mais qu'est-ce que vous en pensez de Mathieu Van Der Poel pour ce Paris-Roubaix? C'est le grandissime favori qui va avoir la grosse pancarte ou pas? Oui. Oui, il va avoir tout le monde au cul, hein, dès qu'il va bouger une oreille, clairement. Bah, sur le plan physique, individuel, clairement, c'est le coureur qui ressort très nettement du lot. Il n'y a pas trop d'autres coureurs qui se dégagent comme grand favori à la victoire finale. Donc, c'est forcément le coureur qui ressort, c'est celui qui est le plus évident. Après, Paris-Roubaix, c'est pas une course évidente, donc c'est pas comme s'il pouvait vraiment gérer de manière facile pour aller s'imposer. Donc c'est sûr qu'on peut imaginer plein de scénarios, plein de coureurs, plein de manières différentes de perdre pour Mathieu Van Der Poel. Notamment son équipe qui est quand même vraiment pas du tout au même niveau, quoi, derrière. À quel point ça peut jouer justement son équipe qui est moins forte qu'on a pu le voir par le passé? 80 km de l'arrivée, il est tout seul, ça attaque, il y va pas parce qu'il va pas les rouler sur tout le monde. Il y a un groupe qui part, le groupe il prend une minute, c'est plié. Enfin après, Donc justement, un peu ce qui peut porter préjudice à Mathieu Van Der Poel, c'est qu'il n'y a pas d'autres grands favoris à côté de lui. typiquement, s'il y a, tu peux toujours imaginer qu'il y ait, je sais pas, une quick step qui soit un peu ressuscitée assez fort, tout ça. S'il y a un quick step, un FDJ, un Bahreïn, je sais pas, enfin, après, qui va rouler derrière, quoi. Donc, Anselme, sur Mathieu Van Der Poel, Bah, je suis assez d'accord, surtout sur le fait que c'est le grand favori, ça y a pas de doute. Après, même si sur l'Amstel, il était un peu moins fringant que sur le Tour des Flandres. Donc, est-ce que justement on est sur un truc où l'Amstel, bon, on se doute qu'il voulait la gagner, mais peut-être un peu moins en forme, un peu moins vraiment, on va dire, pas motivé, mais 100% dedans et en se préservant un peu pour Roubaix ou pas. Donc, mais globalement, je vois pas. J'ai envie de dire, c'est un peu le seul nom qui revient dans toutes les bouches quand on parle d'un grand favori. Enfin, il va y avoir forcément derrière d'autres noms qui vont être listés, mais selon les personnes, ça va changer. Et on va dire que Van Der Poel, c'est la constante. Et notamment après l'année dernière, il va avoir une revanche à prendre sur notamment au Vélodrome. Johan, on parlait un petit peu des conditions météo avec Geoffrey, par rapport à ce qu'on connaît de lui avec le cyclocross notamment, un Paris-Roubaix sec, poussiéreux, ça peut lui convenir un peu moins bien qu'un Paris-Roubaix humide, boueux qu'on a vu l'an dernier ou pas? pour lui, pas spécialement, plus pour ses adversaires, c'est plus facile pour les adversaires, je pense, surtout. Disons que dans une configuration où il n'a pas forcément une grosse équipe, où il va y avoir une grosse pancarte, un Paris-Roubaix pluvieux, sélectif aussi, c'est peut-être plus facile à gérer, parce que ça se fait un peu plus à la pédale, un peu moins tactique, plus à la survie. Là, c'est sûr que une configuration sèche, très bourrin, ça va pas le gêner du tout sur les secteurs, mais après, c'est plus compliqué aussi de gérer la course. Alors à présent, je vais te laisser parler de ton favori pour ce Paris-Roubaix. Tu nous as parlé de Mats Pedersen qui a pris la 8e place du Tour des Flandres il y a une dizaine de jours et qui a la semaine dernière remporté 2 étapes sur le circuit de la Sarthe. C'est vrai qu'en général on voit pas les favoris de Paris-Roubaix qui font le circuit de la Sarthe, mais cette année c'était l'occasion. Pourquoi Mats Pedersen selon toi peut gagner Paris-Roubaix? Et précisément parce qu'il a fait le circuit de la Sarthe et que je pense que c'était une bonne préparation. Il y a eu le problème des chutes, mais c'était une bonne préparation justement de se dire, de sortir un petit peu du cadre, de se faire de la caisse, un petit peu refaire un petit peu de caisse juste avant la course. En plus, une course vraiment plutôt plat, un peu bourrin, un peu gazier, qui va bien dans le contexte. Donc lui, comme Philippe Ogana aussi, qui est sur le circuit de la Sarthe, pour moi, c'était plutôt la bonne préparation à faire. L'Amstel, c'est plus tu y vas si tu veux jouer la victoire, mais c'est pas tellement le bon chemin. Coupé non plus, je trouve que ça fait un peu long, 2 semaines dans le compte. Vaut mieux être dans la dynamique de course. Il est très en forme cette année. Il a un peu raté ses Flandriennes, plus ou moins. Il n'a pas été aussi haut qu'il aurait pu être. Je pense qu'il est motivé, je pense qu'il a envie. Et, il a gagné chez les juniors. Pour l'instant, il n'a jamais rien fait chez les élites, mais voilà, à voir du coup. Et justement, par rapport à ses précédentes participations à Paris-Roubaix chez les élites, il a participé 4 fois, son meilleur résultat c'est une 51e place en 2019. Là, cette année, il a le meilleur niveau qu'il a eu par le passé, selon toi? La meilleure possibilité? Oui, clairement, il est très très fort. Déjà, s'il arrive au sprint, à peu près capable de battre n'importe qui, donc faut le lâcher avant.
il a un peu plus une équipe, donc il peut un peu plus jouer sur différentes cartes. Mine de rien, c'est pas le coureur qu'on va suivre le plus, qu'on va se méfier le plus. Très puissant, il est très fort. Moi, je pense que ça peut être pas mal, quoi. Après, peut-être que ça va devenir un Christophe et qui passera jamais sur Paris-Roubaix et qui sera toujours plus typé pour les autres Flandriennes, mais voilà. On note la petite pique à Alexander Christophe, on y reviendra plus tard, mais c'est vrai que par rapport à l'équipe Trek Segafredo, c'est une équipe qui peut peser par ses divers coureurs ils sont plusieurs à avoir une carte à jouer. Oui, bah oui, c'est comme une équipe qui reste une belle équipe, qui a des choses à défendre. Even, avec Tuns, avec plusieurs coureurs, donc il y a de quoi faire quand même. Geoffrey, qu'est-ce que tu penses des chances de Mats Pedersen sur ce Paris-Roubaix? Bah, selon les circonstances de course, il a tout à fait ses chances. Une course bien bourrine où on se retrouve à finir dans un petit groupe, sa pointe de vitesse pourrait être énorme. Un gros avantage sur le final. Globalement, il a une bonne forme depuis le début de saison. Je veux dire, on l'a bien vu par rapport à certaines années. On avait l'impression que son titre de champion du monde, c'est comme si ça lui avait mis peut-être une pression un peu trop grande. Néanmoins, non, pour moi, ça fait partie des bourrins gaziers qui peuvent avoir leur chance de briller sur Paris-Roubaix. La pointe de vitesse en plus, ça peut être un outil en fin de course, même si, bon, les fins de course, les sprints sur le vélodrome, ça a toujours donné des choses très particulières à Roubaix. Hein. Il s'est montré très en forme vers Paris-Nice, à Milan-San Remo, Velgem sur le ronde, il gagne une étape à Paris-Nice, il fait top 10 à San Remo, à Velgem et au ronde. Ça serait surprenant de dire que bah non, ça ira pas pour Roubaix. Oui, il y a une certaine constance dans ses résultats, il est présent à peu près tout du long depuis le début de la saison, quoi. Bah, c'est ça, ouais. Soit il fait une course par étape et il gagne une étape à un moment, soit il fait une semi-classique en préparation d'une grosse classique et là peut-être le résultat est pas là, mais à chaque fois la grosse classique qui va derrière, il fait un top 10. Donc pour le moment, il y a une forme de régularité. Pour la victoire, j'y crois pas. Mais bon, on a eu quelques petites surprises parfois où on a eu des coureurs qui n'étaient pas nécessairement ceux attendus qui ont gagné, type Mathieu Eman, Johan van Sommeren. Donc pourquoi pas, c'est pas du tout un nom qui est surprenant. Anselme, de ton côté, est-ce que tu penses que cette année c'est enfin la bonne pour voir Mats Pedersen commencer à performer sur Paris-Roubaix? Bah, il va faire beau et pas de pluie, donc déjà, Oui, c'est pour ça aussi, hein, parce que mais c'est pas idéal pour lui. Parce que Mats Pedersen, il aime quand il fait froid et qu'il flotte. C'est là qu'il est cherché ses Il fera plus belles 4 degrés victoires. le matin. Il fera sec, mais 4 degrés le matin. Donc en termes de froid. Ouais, mais au moment où ils vont arriver, on sera autour de, Et je sais pour pas, le coup, 15, moi, un truc comme ça. pour le coup, Mats Pedersen, moi, sur des pavés mouillés, je le vois pas du tout être efficace. Mais Au Ouais, pire, il suffit pareil, de, pour le- Au pire, pour le il coup, suffit de demander à l'un de vous de l'arroser avant le départ, et puis c'est bon, hein. Il sera trempé, il sera content, hein. Si c'est ça. ouais, il part avec son gilet réfrigérant là. Pour les Ouais, avec des chansons, petits la glaçons, là, course. comme. Et, pour le coup, ouais, comme Johan, chez Pedersen, je le vois plus à l'aise sur du pavé sec où il faut y aller vraiment en bourrin plutôt que sur du pavé humide. Bah, c'est sûr que ça peut il sera sûrement il pourra envoyer, on va dire, plus de watts et plus de braquets que l'an passé. Et globalement, oui, Pedersen, là, depuis le début de la saison, c'est quasiment un sans faute, il répond toujours présent. Donc, il n'y a pas de raison qu'il se rate sans raison dimanche à Roubaix. Et il y a de grandes chances pour moi, est quasiment sûr qu'il sera au moins dans le top 10. Bon, ben, on verra ça. Anselme, on va finir par ton favori. Johan a envoyé une petite pique sur Alexander Christophe qui ne réussit jamais sur Paris-Roubaix. Qu'est-ce que tu as envie de dire sur Alexander Christophe? Pourquoi est-ce que tu y crois? Bah, déjà, pour répondre à ces attaques terribles, il n'avait jamais gagné en solitaire avant le 6 avril 2022. Donc c'est probablement le mois des premières fois pour lui. Mais c'est vrai que Roubaix, ça lui a jamais vraiment souri, contrairement au Tour des Flandres, alors que justement son profil assez massif laissait envisager le contraire. On va juste préciser quand même que pour l'instant, Alexander Christophe, c'est 12 participations et 2 top 10, 9e en 2013 et 10e en 2015, pour être précis. Et il fait 14e l'année dernière, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Depuis son arrivée chez Intermarché, ça a l'air de lui avoir fait du bien. Son début de saison est très solide. L'équipe et la dynamique
qu'il y a autour est très bonne. Le groupe avec Pasqualone, le duo Pasqualone-Christophe fonctionne plutôt bien. Petit, pareil, c'est bien intégré dans l'équipe. Donc, Est-ce que c'est pas Adrien Petit le leader au final? je vais dire que non, parce que Christophe, c'est quand même un peu plus, on va dire, je n'ai pas le terme, enfin, c'est mieux. Mais Pas plus grand. même pas en plus. Mais après, Petit, ça peut être la surprise du chef, hein, on ne sait pas. Adrien Petit, il sera là comme équipier normalement. Normalement, oui. Après, Oui, non, mais mais bon. en 2007, au Grady, il est équipier de Cancellara et au final, c'est lui qui gagne. Mais non, mais pour moi, Christophe, j'y crois. Et la dynamique de l'équipe peut jouer beaucoup sur le moral, la confiance. On l'a bien vu avec le début de saison et d'Intermarché et de Total qui fonctionne très bien, ou encore d'Arkea ou de Cofidis. Geoffrey, est-ce que le Christophe nouveau que nous présente Anselme, est-ce que ça peut être ce Christophe nouveau qui peut trouver la clé pour Paris-Roubaix? Tu veux dire le Christophe nouveau, c'est-à-dire celui qui attaque parfois dans les classiques flandriennes. J'ai pas en tête effectivement d'autres victoires en solitaire, mais quand ils gagnent le Ronde en 2015, il me semble pas que c'était un sprint massif. Quoi. Ils étaient à deux et ils étaient partis depuis un moment. Donc, Mais c'est pas en solitaire, donc. Excuse-moi, mais Ça joue sur les solitaire, mots. ça veut dire tout seul. Le Tour du monde en solitaire, ils sont un seul sur un bateau. Mais je comprends. Il a déjà su gagner en étant offensif. Christophe, ouais, top 15, top 10 probablement, mais là pour le coup, je ne vois pas gagner. Dans l'équipe, il aura de quoi être bien emmené, bien placé, mais je pense pas qu'il sera dans le coup pour la victoire. Ça me surprendrait en tout cas. Et concrètement, qu'est-ce qui lui manque, Alexander Christophe? Qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois, ça ne va pas sur Paris-Roubaix? C'est moins son truc. Enfin, tout simplement, je pense que même s'il est massif, je pense qu'il aime bien les bosses en fait. Que le côté pavé plat, bourriné à plat, tout ça, c'est moins son type d'effort, c'est moins son. Ça peut être truc, ça, hein. dans toutes les classiques ou semi-classiques qu'il a gagné, ça mettait en avant des courses qui étaient difficiles, mais en gérant une pointe de vitesse derrière. Le Srel de Price, là, c'était un petit peu différent, mais on se fait retrouver aussi à avoir à 60 bornes de l'arrivée un peloton de 11 coureurs. Donc, à partir de là, toutes les cartes sont rabattues et on n'est plus du tout dans le même type de course. Surtout que on a très vite compris que c'était le tout petit mini peloton qui était à l'avant qui allait gagner. Et ça s'entendait pas vraiment, ça ressemblait pas à grand chose par moment avec des équipiers qui s'engueulaient les uns les autres et tout ça. Donc ça allait être à celui qui allait démarrer au bon moment et être bourrin après. Et là, Christophe, il a su faire, mais il y aura une concurrence beaucoup plus rude. Le terrain sera pas le même. Non, Christophe, on aurait été en 2014, en 2015, j'aurais dit ouais, pourquoi pas. Mais là, on parle pas Tu d'un n'y crois plus. Christophe. Mais on parle pas d'un Christophe qui vient de gagner le Tour des Flandres ou Milan-San Remo ou Gent-Wevelgem. On parle d'un Alexander Christophe qui vient de gagner le Grand Prix de l'Escaut. Alors ouais, il l'a gagné en solitaire. Mais bon. Enfin, après, sur le Tour des Flandres, il fait quand même 10e. Il est dans le groupe de Mats Pedersen et. Voilà. Il va peut-être faire 10e en gagnant le sprint. Il y aura peut-être 1 à 3 mecs devant pour jouer la gagne. Il y aura un petit groupe derrière et Christophe, il va peut-être régler le sprint derrière pour faire 9e, 10e, 11e. Et après, justement, par rapport à Alexander Christophe, vous disiez, Geoffrey notamment, tu disais que il a peut-être pas forcément cette puissance sur des pavés plats comme Paris-Roubaix. Parmi des coureurs que vous n'avez pas cités, est-ce qu'un Stefan Kung, par exemple, qui est très en forme cette saison, est-ce que lui peut avoir justement cette puissance pour envoyer bourriner à fond sur les pavés? Justement, lui, ce qui lui pose problème, c'est de savoir envoyer suffisamment fort pour avoir une attaque tranchante. Alors que là, il se retrouve en tête sur un pavé de 2 kilomètres où il a juste à se mettre devant et envoyer les watts. Là, il va falloir s'accrocher dans la roue pour suivre. Après, quand on voit les progrès qu'il a fait dans les monts pavés, des efforts très courts, enfin, même s'il a toujours pas aucune giclette, quoi, mais on peut se dire que cette année, sur les secteurs, ça peut être plus efficace, un peu plus tranchant, un peu plus puissant. Et honnêtement, je pense que personne n'a choisi parce que Victoire et Stefan Kung dans la même phrase, ça marche moyen, mais. Moi, je pense qu'il peut faire un bon résultat. Mais
clairement, c'est le coureur. Enfin, Wout van Aert, on ne sait pas s'il a participé ou pas, voilà, ça, mais derrière vous, Mathieu Van Der Poel, c'est le coureur qui se dégage le plus, quand même, en termes enfin, potentiel physique, tout ça. Et puis aussi par rapport à la régularité, vous en parliez pour Mats Pedersen, Stéphane Kung en termes de régularité, il se place bien, hein, 3ème du Grand Prix E3, 6ème d'à travers les Flandres, 5ème du Tour des Flandres. Euh, là aussi c'est peut-être un niveau qu'on n'avait jamais encore vu chez le Suisse. Hein. Ouais, et puis il fait encore top 10 à l'Amstel et tout, qui n'est pas son terrain de prédilection. Donc, Ah bah, clairement, même lui, il est passé dans l'émission d'Igradia, là, où il disait oui, alors Paris-Nice, c'est Ineos qui commence à faire le rythme dans un col, et puis je commence à voir que je suis, normalement, c'est le moment où je pète, j'ai pas compris. Enfin, honnêtement, il est très très en forme, donc c'est sûr que là, c'est son moment. C'est une édition qui fait assez ouverte parce que t'as pas l'impression, enfin, t'es pas très sûr de passer s'il y a une équipe qui va dominer, s'il y a un coureur qui va dominer, donc c'est sûr que là, t'as une belle occasion pour lui. Justement, cette course ouverte peut lui profiter pour toi. Oui, enfin, après, il va bourriner devant, et puis il sera là ou il sera pas là dans le final, quoi. Mais Puis il a cumulé tellement de poids cette année dernière sur Paris-Roubaix que là, cette année, normalement, le quota d'emmerdement qu'il peut avoir a dû être bien épuisé. Bon, après, tu sais, je pense qu'il y a des coureurs qui cumulent bien la poisse. Hein. Demande à Seb Van Marke. Cette Van Marke. Il doit cumuler pas mal aussi. Est-ce que je pourrais revenir sur Alexander Kristoff juste un moment? Mais vas-y. Je regardais rapidement sur son palmarès. En 2009, il a gagné avec 17 secondes d'avance sur le peloton une étape du Grand Prix Ringerike en Norvège. Donc il a déjà gagné en c'était solitaire. une course il n'était pro ou pas est-ce qu'il encore était pro espoir, à l'époque, je pense, parce que c'est en 50? 2010 qu'il passe chez BMC. Oui, mais il était dans l'équipe Joker Bianchi, qui était la suite de la Max Bo Bianchi, qui avait vu passer pro aussi Edvald Boasson quelques années avant. C'est une des principales équipes continentales norvégiennes de l'époque. Mais continental, comme qui ne si veut t'étais pas dire dans- forcément ouais. professionnel. C'est de la triche. Donc t'es vraiment parti chercher loin juste pour embêter Anselme. Hein. Surtout que moi, je reprends ses propos. Hein. C'est lui qui, après sa victoire l'autre jour, a dit qu'il avait jamais gagné en solitaire. Donc, Donc bon, ben, Geoffrey et ses stats se souviennent mieux de la carrière d'Alexander Kristoff que Christophe lui-même. C'est ce qu'on pourra en conclure. Un point quand même sur une équipe, on en avait parlé il y a 2 semaines. La Quick-Step, on les a pas vus sur le Tour des Flandres. J'avais regardé, c'est le pire résultat sur le Tour des Flandres cette année de la part de la Quick-Step. Ils étaient très loin. Kasper Asgreen, premier coureur de l'équipe Quick-Step, 23e pour l'équipe de Patrick Lefeveur. Mais Kasper Asgreen, 6e sur l'Amstel Gold Race dimanche dernier. Est-ce que on peut y avoir un petit rebond avec ce qu'on a vu sur l'Amstel notamment? Bah, sur le Tour des Flandres, il était pas mal. Hein. C'est qu'il a crevé derrière. Je sais plus, il a cassé. Enfin, je sais plus ce qu'il a eu sur le Grand du Koppenberg, qui le met 3e, 4e échelon, et du coup là c'est fini. Mais en soi, il était pas si mal que ça. Ah, dans Quarmont, c'est même le seul qui suit la remontée de Pogacar dans le deuxième passage de Quarmont, dans celui où Pogacar accélère. Donc faut pas être négatif, c'est ça que vous dites. Bah, Ah si. Non, mais... c'est clairement pas l'année où Quickstep arrive en grosse armada en forme, où on se dit dans l'équipe, il y en a 3 qui peuvent gagner. Parce que tu te rends compte qu'on est en train d'analyser le fait qu'à un moment de la course, il a pu suivre dans une montée. Enfin, c'est censé être la grosse équipe des Flandriennes, c'est pas censé être l'équipe française de ah ouais, lui, je l'ai repéré, il est pas mal. Franchement, il peut faire quelque chose. Oui, c'est pas la grande Quick-Step, ça c'est sûr. Mais voilà, ils ont quand même moyen de faire quelque chose. Ça sera peut-être probablement plus avec Kasper Asgreen. pas sur le papier. Enfin, ils ont les coureurs pour faire un bon truc. Hein. Bah, entre Asgreen, Sénéchal, Stibar. Après, c'est comme le début d'année, ils vont tous avoir un problème mécanique, une crevaison, un qui va péter une roue, machin, et puis premier quick step, 34e. Ou même comme sur Paris-Roubaix l'an dernier, hein, ils ont voilà. enchaîné les pépins aussi. Écoutez, faudra voir ça, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire concrètement comme résultat? Bah, ils peuvent gagner, mais ils peuvent aussi, comme tu l'as dit, faire au top 30. Hein. Tu disais moi et mes stats, si tu veux. Dans la graphique de la présentation de Paris-Roubaix, il y a les stats sur l'équipe de Lefevere à Paris-Roubaix. Depuis 95, donc ça fait un bon petit stock suffisant. 50% de victoire pour Quickstep, seulement 6 éditions sans podium, dont l'année dernière, et seulement une seule édition sans top 10.
Donc même s'ils n'arrivent pas en forme, ça reste l'équipe de Paris-Roubaix. Des pavés, mais de Paris-Roubaix en particulier. Donc, Bon, eh ben, faudra quand même garder un œil sur les coureurs de Quick-Step. Donc, avant de passer aux coureurs français, on n'évoquera pas non plus tous les outsiders, parce que je sens que vous avez envie d'en citer beaucoup, mais un point sur l'équipe Jumbo-Visma. On a Wout van Aert qui n'a pas pris part au Tour des Flandres, il a été testé positif au Covid. Évidemment, bien sûr, après qu'on ait publié le podcast il y a 2 semaines, mais là, on a le doute. Wout van Aert, est-ce qu'il sera au départ, est-ce qu'il ne sera pas au départ de Paris-Roubaix? La décision devrait être prise ce jeudi, d'après l'équipe Jumbo-Visma. Pour l'instant, donc on ne sait pas, à l'heure où on enregistre, on ne sait pas. Actuellement, Wout van Aert s'entraîne en Espagne, il est complètement guéri d'après son entraîneur Marijn Zeeman, mais Marijn Zeeman dit, si Wout van Aert est au départ de Paris-Roubaix, ce sera seulement en tant qu'équipier. Est-ce que vous y croyez à cette possibilité de voir Wout van Aert seulement comme équipier? non. Non. Enfin, c'est ce qu'ils vont dire. Il sera équipier et puis on va se rendre compte au bout de 10 km que c'est lui le plus fort. Mais c'est improbable. C'est-à-dire que le fait de ne pas l'avoir couru depuis plus de 2 semaines, ça sera pas un problème? Tu te souviens ce qu'on disait sur Mathieu Van Der Poel il y a 15 jours, Mathieu, Ouais, ou pas il a fait 3ème de San Remo sans avoir couru. Donc, Non, clairement, on est sur de la com de la part de l'équipe de Movisma et c'est normal. Ils ont envie de soulager un peu leurs coureurs au niveau de la pression qu'ils pourraient avoir là-dessus. Clairement, si Wout van Aert n'est pas en état, il va pas prendre le départ de Paris-Roubaix. Parce que pour le coup, des équipiers pour une course comme Paris-Roubaix chez Jumbo Visma, ils en manquent pas. Hein. Tu prends l'équipe, il y a que ça quasiment, des équipiers pour Paris-Roubaix. Donc le souci, c'est de voir qui pourrait être à la tête de l'équipe si c'est pas Van Aert. Christophe Laporte, pourquoi pas. Mais comme tu as dit qu'on discuterait des Français après. Et par rapport à Jumbo-Visma, donc en gros, si Wout van Aert est là, ils ont une carte pour jouer la gagne. S'il n'est pas là, ça sera beaucoup plus compliqué. Bon, c'est peut-être la plus grosse équipe sur le papier malgré tout, quoi. T'as un Mike Nissen qui peut être très bien, t'as Nathan Van Der qui peut être très bien, enfin que même les autres. Donc en soi, ça peut être la Quick-Step de cette année avec plein de coureurs qui vont pouvoir attaquer un peu partout dans tous les sens et faire la course à l'avant. Donc Anselme? Ouais, non, mais ce que j'allais dire pour moi, c'est si Wout van Aert n'est pas là, c'est l'équipe qui peut jouer sur le surnombre par rapport aux autres. Après, parce que derrière, ils n'ont pas effectivement d'individualité très forte, même si Laporte marche bien cette année, on n'est pas, enfin, c'est pas une garantie pour l'équipe. Donc, si Van Aert n'est pas là et qu'il doit faire quelque chose, ce sera sur le collectif. Là justement, tu as fini en parlant un petit peu de Christophe Laporte. J'ai une question pour vous. Est-ce que un Français peut remporter Paris-Roubaix? On a des garçons comme Christophe Laporte, comme Florian Sénéchal, comme Anthony Turgis. On ne sait pas s'il y aura Valentin Madouas ou Arnaud Démare du côté de la Groupama FDJ, mais est-ce qu'on a un coureur français qui peut gagner cette année Paris-Roubaix? quasiment tous les ans, on a un coureur français qui est dans le jeu. Historiquement, c'est quand même la course qui a toujours très bien convenu au coureur français, y compris en passant complètement à côté sur toutes les Flandriennes, sur toutes les classiques du printemps, tout ça. Et pourtant, on attend toujours depuis 97. C'est comme les courses par étapes. Ouais, mais courses par étapes pour tour, on a plein de super coureurs, mais ça veut pas le faire. C'est un peu pareil. Maintenant, ton exemple de 97, il est très frappant parce que cette année-là, côté français, on attendait Moncassin, on a eu Guédon. Alors, c'était pas pour la victoire, mais Sébastien Turgot qui finit sur le podium, c'était pas la position des cotes. Donc, si tu vois, côté français, Florian Sénéchal, je l'aurais attendu beaucoup plus ces autres années, mais on en a plein qui peuvent venir faire quelque chose selon les circonstances de course. Madouas qui fait podium au Ronde 2, j'y croyais pas plus que ça, quoi. Donc, si on prend tous ceux qu'il y a un petit peu partout, Laporte, Sénéchal, Turgis, savoir comment il va après sa chute à l'Amstel, c'est les coureurs qu'on peut retrouver dans le coup pour la gagne. Et qui peut être la meilleure chance? In fine, juste d'un point de vue coureur, j'aurais plus dit Sénéchal d'un point de vue coureur pur, mais si Van Aert n'est pas là et que Jumbo-Visma décide que c'est tout pour Laporte, la meilleure chance française, ce serait Laporte. Laporte, non, de manière générale, qui a toujours été très bien sur Roubaix, qui a une explosivité, qui est puissant, qui a une maîtrise technique, qui a une équipe du coup cette année qui a priori a du matos.
qui a bien brillé sur les Flandriennes jusque-là. Hein. Je crois plus en Turgis qu'en Laporte, personnellement. Mais... Ouais, Anthony Turgis, il faudra voir dans quel état de forme il arrive. Hein. Comme Geoffrey l'a dit, la chute sur Amstel Gold Race, il n'avait pas fini non plus auparavant le Tour des Flandres. Ça commençait à être un petit peu compliqué pour lui, mais en effet, ça reste un coureur sûr, on va dire. Après, Johan, par rapport à Christophe Laporte, tu le vois meilleure carte française avec et sans Wout van Aert? Oui. Enfin, oui, c'est que Paris-Roubaix, c'est pas une course qui est si fermée que ça au fait d'avoir un leader ou pas de leader. Surtout que si Wout van Aert s'y vient, il va quand même essayer de jouer un petit peu en mode je suis pas en forme. Voilà, donc je pense même pas. si Wout van Aert est là, il peut profiter du petit marquage que pourrait avoir le Belge. En partant, en anticipant et en se retrouvant dans un groupe à jouer la gagne sans Van Der Poel ou autre épouvantail. Eh ben, on verra ça, on suivra ça, et déjà on espère que Christophe Laporte n'aura pas de problème de frein à freiner avec son pied comme l'an dernier, mais c'est ce qui ne l'avait pas empêché de finir 6ème de Paris-Roubaix l'an dernier, donc on verra ce qu'il adviendra de nos Français, mais vous nous l'avez dit, donc plusieurs chances, et Paris-Roubaix qui est donc pour vous la grande course, la grande classique qui convient le mieux aux coureurs français historiquement. Avant de conclure, on va faire un petit pronostic quand même pour Paris-Roubaix féminin. Geoffrey, je vais te laisser commencer, même si tu nous avais déjà donné ton pronostic au début de ce podcast. Il y a 2 semaines, tu nous avais dit Lotte Kopecky pour le Tour des Flandres. Tu nous redis donc Lotte Kopecky, tu la vois en mesure de faire le doublé? Encore plus là avec le temps sec et la bonne équipe qu'il y a autour. Elle a gagné notamment grâce au collectif SD Works au round 2, et je pense que ça va être encore elle qui pourra briller. Même si j'aurais au cœur à regarder quelques autres coureurs, notamment quelques françaises, mais ce sera pas pour la gagne. Il y a quelques coureuses comme Marie Lenette où je suis très curieux de voir jusqu'où elle pourrait aller. Mais pour la gagne, non, je pense à Lotte Kopecky. Johan, de ton côté, qui est ta favorite pour le Paris-Roubaix femme, 2e édition? Alors, ma favorite du cœur, c'est Sanne Kant, qui est pas si en mauvaise forme. En plus, je suis vraiment très curieux de voir ce qu'elle peut faire sur un Paris-Roubaix, même si clairement pour elle, ça aurait été mieux que ce soit sous la flotte, le temps dégueulasse, tout ce que tu veux. Paris-Roubaix de l'année dernière, elle aurait été bien. Ouais, c'est tellement dommage qu'elle n'ait pas fait. En plus, c'était vraiment, vraiment en forme, quoi. Mais après, moi, c'est un peu même problème que l'an dernier, c'est qu'on ne sait pas vraiment qui va être vraiment devant, parce qu'on n'a jamais eu de Paris-Roubaix féminin sec. Donc, même si tu peux imaginer quelques coureuses, je sais pas, Chantal Black, Majorus, Kopecky, c'était que des courses de la même équipe. Moi, il y en a une dont je suis curieux de voir ce qu'elle va faire, qui est très en forme, qui a vraiment passé un cap, c'est Elie Chabet, qui me semble avoir un beau profil bourrin, grosse baroudeuse, grosse gazière, qui peut bien marcher sur ce genre de course. Donc je suis assez curieux de voir ce qu'elle va donner. Et Anselme, de ton côté, une favorite pour ce Paris-Roubaix? Ouais, alors, je suis en train de regarder la Startiste. Enfin, tu vois, j'en connais 3, moi, des cyclistes féminines. Si on prend le Tour des Flandres, une qui est bien placée, on va dire Grace Brown. En vrai, ça va comme pronom. Parce que, et puis, elle court dans une équipe française, donc pourquoi pas. Hein. Allez, puis pourquoi pas faire le doublé après l'Amstel par Marta Cavalli, la FDJ Nouvelle-Aquitaine qui remporterait Putain, Paris-Roubaix. Qu'est-ce qui faisait du bien? Qu'est-ce qu'elle faisait du bien, cette victoire? Oh là là. En plus, franchement, personne qui va chercher l'attaque la plus molle de tout le peloton féminin, quoi. Oh, franchement, quel pied. On verra si Stéphane Kung arrive à faire de même dimanche prochain. Mais tu sais que je me suis dit ça quand je l'ai vu gagner, je me suis dit, Stéphane Kung va faire la même. Il va aller gagner derrière. Peut-être la stratégie FDJ, hein, on sait pas. Mais tiens, avant de finir, on va se garder une petite minute. On parlait un petit peu de l'Amstel Gold Race, la course qui avait lieu dimanche dernier. Benoît Cosnefroy, 2e, battu à la photo finish par Michal Kwiatkowski. Un petit mot sur la course de Benoît Cosnefroy avant de finir, Johan? Il a lancé son sprint un peu trop tôt, mais sinon, il aurait peut-être dû assumer d'essayer de lâcher Kwiatkowski dans la dernière bosse. Mais enfin, il n'y a pas trop de regrets à avoir, quoi. Après, il a fait une très belle course, c'était peut-être lui le plus fort. On peut quand même imaginer qu'il reviendra dans les prochaines années pour essayer de la gagner, qu'il pourra la gagner, mais c'est sûr que c'est toujours dommage de passer à côté de ça. Anselme, il y a un petit faut point travailler. sur lequel Cosnefroy aurait pu faire mieux ou pas? Le lancer de vélo, c'est un truc de sprinter, mais
ça peut être utile à tout le monde. Et on le voit, Kwiatkowski, il avait déjà gagné Milan-San Remo de la même manière. Et dans les sprints réduits, parfois, on se dit qu'il y en a forcément un qui va prendre l'avantage. Et parfois, c'est au coup d'un coup jusqu'au bout. Et quand on est capable de lancer son vélo comme il faut, ça peut faire la différence. Et pour moi, c'est là où il perd la course. Pour moi, ce qu'il avait à faire, c'est de sortir au bon moment, de réduire le groupe, d'être face à très peu de personnes. Il a fait tout ce qu'il fallait faire. Et à partir du moment où on perd de quelques millimètres, lui-même l'a dit, quoi. Il n'a pas pleuré d'avoir fini deuxième là. Il aura encore beaucoup d'autres occasions pour en gagner une. Et pour certains coureurs qui terminent deuxième et qui manquent d'en gagner une belle, on se dit c'est dommage, peut-être qu'il n'aura pas d'autres occasions. Pour le coup, Benoît Cosnefroy, il aura très clairement encore beaucoup d'autres occasions pour aller gagner une très très belle course dans les années à venir. J'ai même envie de dire pourquoi pas dans les semaines à venir. Donc on y reviendra la semaine prochaine, pourquoi pas, mais peut-être une Flèche Wallonne ou un Liège-Bastogne-Liège. J'avais ça en tête. Très bien. Et puis on va se retrouver avec une flèche Brabançonne. Bon, ça serait déjà pas mal, hein, mais c'est vrai que Oui. je voudrais quand même saluer la façon dont il a géré, encaissé sa non-victoire. On l'a d'abord annoncé qu'il avait gagné, puis au bout de 2 minutes, on lui dit que finalement c'est pas lui qui a gagné, c'est Kwiatkowski après vérification de la photo finish. Et pour le coup, la façon dont il l'a encaissé, dont il l'a vécu, franchement chapeau, parce que faut avoir quand même un bon mental pour le prendre comme il l'a pris. Et là-dessus, il est quand même... Clairement, oui, ça a été la démonstration de son état mental et de la manière qu'il a d'aborder le cyclisme de haut niveau, la compétition. Et, des quelques très rares fois où j'avais discuté avec lui, j'étais déjà bluffé de la manière dont il appréhendait le cyclisme de haut niveau. Et même déjà quand il était stagiaire, ça m'avait impressionné. Et je me fais vraiment pas de soucis pour la suite de sa carrière. C'est là qu'on voit la différence entre des grands champions comme Cosnefroy et des petits coureurs comme Pogacar, quoi. Ça peut encaisser à des fêtes. Oh, je savais qu'il allait faire une connerie. Oh, le tacle à la carotide. Bon, c'est parfait pour finir ce podcast, ça, je crois. On parle de gestion sprint, pour le coup, la Pogacar, autant vous avez titillé Cosnefroy sur le lancer de vélo et tout ça sur la ligne, autant pour le coup, Pogacar, qu'est-ce qu'il a fait n'importe quoi. Il s'est fait enfumer, je sais pas à quoi il réfléchissait, mais... C'était magnifique à voir. Bon, je pense que c'est parfait pour finir ce podcast. Hein. Un bon tacle à Tadej Pogacar pour une des rares fois que le Slovène n'a pas gagné. Johan, Anselme et Geoffrey, merci beaucoup d'avoir été en ma compagnie pour faire le point sur ce Paris-Roubaix qui arrive donc dès dimanche et qui retrouve surtout sa date en avril, même si il est retardé d'une semaine à cause de l'élection présidentielle, mais ça je pense qu'on en a déjà pas mal parlé. Donc pour le prochain podcast, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, juste après l'Enfer du Nord, pour faire le débriefing de ce Paris-Roubaix. Et en attendant, vous pouvez nous retrouver sur le site et le forum du groupe Eto, legroupeeto.fr, ainsi que sur nos différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. Merci beaucoup et à bientôt dans Chasse Patate.